Messieurs, excusez-nous de ce retard qui ne devrait pas trop perturber le déroulement de nos activités. Et en tout cas, j'espère que ça ne perturbera pas les vôtres. Nous avons dans ce cycle d'audition publique d'aujourd'hui 3 projets. Le premier est Taisez-vous la diversité, dont les représentants sont présents à cette table, puis LTV, puis Cocagne. Donc naturellement, les deux autres auditions sont décalées d'une demi-heure. Donc nous commençons par Taisez-vous la diversité. Même punition, même motif que depuis lundi matin, c'est-à-dire 45 minutes d'échange avec les membres du Conseil. D'abord, pendant un quart d'heure, vous allez nous rappeler les grandes lignes de votre projet. Et je le rappelle à chaque fois, mais ça devient un peu fastidieux, mais il faut vraiment que les candidats le comprennent bien. Tous les dossiers ont été lus, relus, re-relus, triturés, ruminés par les membres du collège avec le concours des excellents services du Conseil. Donc un quart d'heure de présentation ou de rappel de la présentation de ce projet, et ensuite une demi-heure de questions-réponses avec les membres du collège. Si vous êtes d'accord avec cette procédure, je ne vous conseille pas de ne pas être d'accord. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je suis très heureux de venir aujourd'hui défendre devant vous le projet de Taisez-vous, la télédiversité. Cette idée d'une chaîne de compléments consacrée à toutes les formes de diversité, mais aussi à la découverte et au décryptage, je la porte depuis des mois, voire des années. Travaillant depuis longtemps maintenant dans le monde de l'audiovisuel, j'ai pu observer notre paysage et me forger cette conviction: la télévision doit contribuer à la cohésion sociale en reflétant la diversité de la société française dans toutes ses composantes. La parité, la diversité des origines, des cultures, des modes de vie personnels et familiaux, des conditions physiques, sans oublier le handicap. Cette conviction n'a fait que se renforcer au fil des années, et aujourd'hui, l'appel à candidature, ouvert par le CSA, est l'occasion d'en faire une réalité. Cette conviction rejoint également, nous semble-t-il, celle de votre collège, qui a rappelé à plusieurs reprises que la télévision doit refléter la société telle qu'elle est. J'ai constitué depuis plusieurs mois une équipe pour faire de cette idée ambitieuse un projet concret. Nous l'avons voulu pertinent, mais aussi réaliste. Cette équipe est constituée de personnalités diverses, que ce soit par leur parcours, leurs compétences ou leurs opinions. Mais une cohérence nous unit, celle d'avoir tous travaillé dans le monde des médias et de l'avoir fait, nous le croyons, avec exigence et professionnalisme. Je suis accompagné aujourd'hui de David Kessler, directeur général des Inrecuptibles, et qu'il est inutile de présenter ici, de Damien Cuer, ancien directeur général de France Télévisions, qui coordonne avec moi ce projet. Présente également Valérie Bernis, directrice générale adjointe du groupe GDF Suez. Je leur remercie de sa présence, symbolique en cette journée mondiale de la femme, mais symbolique également de l'intérêt croissant du monde des entreprises pour la diversité. Je vous propose donc de commencer notre audition en lui laissant la parole. Nous regarderons ensuite un petit film de témoignage. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président, Monsieur et Madame les conseillers. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Au-delà de mes fonctions chez GDF Suez qu'a rappelé Pascal, je préside l'Observatoire de la parité de GDF Suez. Mes collègues et moi-même, au sein de cet observatoire, pensons que la cession des femmes à tous les niveaux de responsabilité, et non seulement de l'intérêt du monde économique, mais bien plus largement celui de l'intérêt de la société en général. Aussi, en ce jour effectivement symbolique, comme le rappelait Pascal, je voudrais rappeler que la mixité est le premier élément de la diversité. Mais permettez-moi de préciser que la mixité, ce n'est pas, pour moi en tous les cas, les femmes contre ou à la place des hommes. C'est un projet, ce sont les femmes et les hommes ensemble. Alors le contenu d'une chaîne de télévision qui prend en compte la mixité, c'est l'assurance d'une grande variété de sujets, une approche bénéfique pour le téléspectateur. Justement, Taisez-vous s'inscrit dans cette démarche concrète de proximité et de preuve. En donnant le ton, en promouvant la diversité par la diversité, Taisez-vous démontrera que la richesse de tous les talents est indispensable dans une société qui se transforme et qui évolue.
Il est clair que le sujet de la diversité est devenu, ces dernières années, un sujet de réflexion, un sujet de débat et de proposition. Il faut maintenant passer aux actes. La création d'une chaîne de télévision dédiée à la diversité en est un exemple concret. C'est un pari audacieux. Mais pour toutes ces raisons, je soutiens Tevou. Merci. Je remercie les auteurs de ces témoignages en m'excusant du fait qu'ils soient un peu tronqués, bien entendu, et j'espère qu'on pourra les retrouver un jour proche sur le site internet de la chaîne en entier. Je remercie les auteurs de ces témoignages qui sont présents ici et j'en profite pour remercier de sa présence Yacine Bellatar qui nous a rejoints et qui est là avec nous aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de dire un mot sur l'ambition éditoriale de la chaîne, sur ce qu'elle sera bien sûr, mais aussi sur ce qu'elle ne sera pas. Tevou a l'ambition de montrer la diversité comme une source de richesse et de progrès pour la société française. En ouvrant de nouveaux horizons sur le monde, en mettant en avant des talents et des territoires d'expression encore marginalisés, Tevou contribuera à l'apprentissage d'un meilleur vivre ensemble. Je voudrais aussi souligner que nous avons conçu ce projet en évitant clairement deux écueils. La cible de la chaîne ne sera en aucun cas l'agrégation de communautés disparates, mais elle s'adressera au contraire à un public bien plus large qui partage la même curiosité et la même ouverture d'esprit. Tevou sera aussi, grâce à la mise en valeur des différences, un outil permettant de lutter contre le repli identitaire. C'est bien dans cela que nous serons un élément de réponse au danger du communautarisme. Tevou ne sera pas non plus une chaîne alibi. Elle sera bien au contraire, pour l'ensemble des chaînes, sur les sujets de la diversité, tout à la fois un aiguillon et un incubateur. Un aiguillon parce qu'en donnant une place centrale à tous les sujets qui sont, et le rapport annuel du CSA le confirme chaque année, encore sous-traités par les chaînes actuelles, nous créerons un niveau d'exigence et une visibilité à laquelle ces dernières ne pourront se soustraire.
un incubateur, parce que nous avons l'ambition d'être un carrefour pour les nouveaux talents, les nouvelles écritures et les nouvelles productions. Et que nous souhaitons vivement diffuser cette énergie et ces talents, y compris aux chaînes qui, donc probablement pour nous, seront à la fois des concurrents et aussi parfois des coproducteurs. Je vous propose maintenant d'entrer un peu plus dans le détail et dans le cœur du projet en abordant très rapidement les aspects éditoriaux et financiers. Pour cela, je laisse la parole à David Kessler et Damien Cuer. Mais je voudrais rajouter juste un mot. Si aujourd'hui nous pouvons amener ce projet et vous proposer TVOU la diversité, c'est parce qu'un travail important a été fait, en particulier au CSA, sur ces problèmes de la diversité, qui a permis que ces problèmes soient pris en compte et qui nous a donné l'opportunité d'essayer d'aller encore plus loin, de proposer quelque chose de plus large, parce que c'est aujourd'hui le moment, nous semble-t-il. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers. Je suis très heureux d'être là ce matin et de pouvoir expliquer pour quelles raisons le journal que je représente et la société qui le porte se sont associés au projet TVOU. Si nous l'avons fait, c'est d'abord parce que nous y avons vu une très large communauté de public, c'est-à-dire que nos lecteurs, ceux qui nous suivent sur Internet, sont des gens jeunes, interconnectés, qui s'intéressent au réseau, qui s'intéressent aux écrans, et que donc il nous a paru assez naturel de poursuivre le travail que nous avons entrepris en s'associant à un projet de télévision. Et c'est ensuite pour des raisons effectivement de contenu, parce que comme Pascal Ouzlot vient de le rappeler, dans le projet de la diversité, il y a au fond toute une série d'ouvertures. Vous l'avez vu dans le dossier qui vous a été remis, je n'y reviens pas, dans les projets d'émission notamment, mais je crois qu'il y a au fond trois choses qu'on peut rapidement souligner. La première, c'est une ouverture au monde, c'est-à-dire aux cultures au pluriel qui existent de par le monde, aux autres cultures et à cette exigence de curiosité qui fait que nous sortons de nos frontières, nous sortons de l'Hexagone pour essayer de regarder tous ces mouvements qui se produisent ailleurs. Deuxième réalité, c'est ce que j'appellerais la diversité sociétale qui a été soulignée dans le film que vous venez de voir et qui se traduit par le fait qu'il y a dans cette société toute une série d'entreprises, toute une série de mouvements, toute une série d'actions qui sont mises en œuvre et sur lesquelles nous avons le sentiment que la télévision aujourd'hui n'est pas suffisamment, auquel elle n'est pas suffisamment attentive. Et la troisième, c'est évidemment, le journal que j'ai le plaisir de diriger en est porteur, c'est aussi la diversité culturelle qui renvoie d'ailleurs aussi à cette ouverture au monde, parce que c'est la diversité des musiques, c'est la diversité du cinéma, c'est la diversité des pratiques culturelles qui est une réalité à laquelle, là aussi, nous avons le sentiment parfois qu'il y a un manque. Alors, très concrètement, ça pourra se traduire par un certain nombre de collaborations entre le journal que je représente et la chaîne. Je pense par exemple à des retransmissions comme le festival ou d'autres événements que nous mettons en œuvre. Je pense aussi à l'émission qui est dans le dossier, qui est l'émission Quartier Libre, dans laquelle précisément un certain nombre de nos collaborateurs pourront venir dispenser leur connaissance de ces sujets et essayer de rendre compte de cette diversité. Très rapidement, pour laisser la place au film de présentation, vous dire que la grille de TVOU est une grille qui est équilibrée, qui propose différents genres de programmes, un focus sur la création, près de 30% du temps d'antenne, 20% pour des magazines de société et de débat. Le coût de grille est maîtrisé, nous ne sommes pas dans la surenchère des droits et nous allons adapter les modes de production pour faire une production compatible avec le coût de grille de notre chaîne. Je t'interromps, je pense qu'il faut passer au petit film, sinon on va manquer de temps et tu seras prêt à répondre à toutes les questions évidemment sur le business model Ça me paraît préférable au cours des questions-réponses. Je suis obligé de manier le principe d'égalité. Voilà. Non mais c'est bon, on va
Patrice Gélinet. Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous demander quelques précisions. Vous avez répondu par avance, ne serait-ce que dans ces petits films, aux questions que je souhaitais vous poser, mais je voudrais que vous ajoutiez quelques précisions. Votre projet, dites-vous, c'est la mise en valeur de manière positive de toutes les diversités, diversité des origines, diversité des cultures, des modes de vie personnels et familiaux, des conditions physiques, notamment le handicap. Alors, s'agit-il au fond d'une extension, deux, trois questions là-dessus, s'agit-il d'une extension de votre télévision Pink TV à toutes les minorités? Comment cela se traduira-t-il très concrètement dans votre grille, dont j'ai le projet sous les yeux? Mais est-ce que vous pouvez nous préciser quelques-uns des grands rendez-vous de la grille que vous nous avez envoyée? Et surtout, dernière question, est-ce que vous ne craignez pas que chacune de ces diversités ne s'intéresse, au fond, dans les programmes, qu'à ce qui la concerne, et qu'au lieu, autrement dit, de fédérer, votre télévision n'entretienne le communautarisme? Alors, sur la première partie de la question, c'est tout à fait clair. Cette chaîne n'a aucun rapport avec Pink TV, elle n'a pas les mêmes actionnaires, elle n'a pas la même équipe et elle n'a aucun rapport. Effectivement, une thématique traitée par Pink TV fera partie des thématiques beaucoup plus nombreuses traitées par TV, mais il n'y a aucun lien direct. Concernant la question sur le communautarisme, je pense que peut-être David, tu voulais répondre, en sachant que notre démarche est bien évidemment, j'ai essayé de le dire peut-être pas assez clairement en introduction, une démarche absolument contraire. Nous pensons que notre chaîne permettra de lutter contre le communautarisme. Non, juste un mot sur cette question qui est évidemment tout à fait essentielle. L'analyse que nous faisons, c'est qu'au contraire, quand vous regardez les pays qui sont appelés ou qui ont comme caractéristique d'être communautaristes, je pense notamment, ou qui l'assument d'ailleurs, je pense notamment aux États-Unis, la caractéristique des chaînes communautaristes, c'est qu'elles s'adressent uniquement à leur communauté. Vous avez les chaînes italiennes, les chaînes noires ou afro-américaines, etc. Là, l'idée, c'est bien d'avoir une chaîne qui, précisément, mélange toutes les diversités. Et pour répondre précisément à votre question, le public visé n'est pas l'accumulation des publics concernés chacun par l'émission qui le touchera, mais un public tout à fait généraliste. Et c'est la raison pour laquelle, dans le petit film que vous avez vu, il y a des programmes très généralistes, simplement avec cette insistance. Donc c'est plutôt la volonté d'éviter l'agrégation des communautés et de souligner la cohésion de cet ensemble qui est au cœur du projet. Et pour évoquer le troisième point que nous avez indiqué, on voit ça également au travers des émissions que nous avons prévu de mettre à l'antenne. Et aucune d'elles n'est consacrée spécialement à une diversité, une communauté, mais elles sont chacune le creuset d'un certain nombre de diversités qui ne sont pas uniques. Par exemple, notre Quartier Libre, notre émission de plateau d'actualité culturelle que nous ferons en partenariat avec les Inrecuptibles, n'est pas une émission consacrée à une diversité, mais elle sera un creuset pour en recevoir un grand nombre. L'émission Forte Tête de documentaire, qui est bâti autour d'un concept assez original où deux personnalités de générations différentes sont suivies. Là aussi, ce ne sera pas autour d'une diversité, ça sera toutes les diversités. En fait, il en est de même pour l'ensemble de notre grille sur les émissions que nous avons aujourd'hui en préparation. Merci. Monsieur Alain Méhard. Merci, merci Monsieur le Président. À la rubrique que j'appellerai « Il est temps de passer à l'acte », merci Monsieur Ouzelot d'avoir rappelé tout ce que faisait le CSA depuis 5 ans sous l'impulsion du président Boyon, de Rachid Arabe et accessoirement de votre humble serviteur pour qu'il y ait une reconnaissance de la diversité sur tous les écrans de la télévision et qu'elle reflète plus fidèlement la diversité de la société française. Je renvoie à l'Observatoire, au baromètre, etc. Mais c'est pour le moment. 3 questions, mais je vais les poser successivement pour que vous puissiez répondre au coup par coup, si j'ose dire. Première question, pour que nous puissions nous prononcer en toute clarté, il faut que nous soyons mieux informés sur la nature éventuelle de l'accord qui serait passé entre vous et Urb TV, qu'il s'agisse de sa dimension
immobilière, la Cité du cinéma, qu'il s'agisse du rôle du principal animateur de Urb TV, que pourrait-il faire chez vous? Troisièmement, quid de l'évolution, mais ça vous concerne moins, de Urb vers un métier de producteur de programmes liés à la diversité? Ça, c'est la première question pour que nous soyons parfaitement informés. Alors, je commence par la deuxième partie, par la deuxième question. Les initiateurs de Urb ont souhaité retirer leur projet. Moi, je les avais rencontrés et il m'était apparu qu'il y avait chez eux deux éléments particulièrement compatibles avec notre projet. Tout d'abord, l'implantation géographique. La Cité du cinéma est un endroit qui doit être un fourmillement de création, d'énergie, un endroit un peu différent des endroits habituels autour de Paris où on fait de la télévision. Et ça nous apparaît assez logique de se préparer à s'installer là-bas. Donc, je ne qualifierais pas ça d'engagement immobilier, mais plutôt de choix éditorial et naturel. Et il n'y a aucun accord qui soit complètement précisé dans le détail. C'est une mise à disposition gracieuse, désolé d'être aussi prosaïque, c'est une mise à disposition gracieuse d'un bâtiment dans une cité importante. Les initiateurs de la Cité du cinéma m'ont fait visiter leurs bâtiments, qui ne sont pas tout à fait terminés, mais qui sont assez magnifiques. Et d'ailleurs, je vous engage à aller un jour les visiter, ça vaut la peine. Et j'ai considéré que c'était un endroit logique, rationnel, où on pouvait éventuellement s'installer. Et voilà, il n'y a pas de... On ne sait pas encore quand. On n'a pas étudié le nombre de mètres carrés. De toute façon, on va faire une chaîne dans une économie modeste. Il n'y a pas d'engagement aucun sur des volumes géographiques ou financiers. Non, c'est plutôt un accord symbolique d'implantation. Je crois que vous m'avez posé une deuxième question concernant Urb. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yacine Bellatar qui a la gentillesse d'être là. Et je connais son travail, bien sûr, que tout le monde connaît à la télé. Il a un travail plus large que ce que connaît le public. Et il fédère autour de lui un certain nombre de talents créatifs. Et bien entendu, là aussi, sans aucun engagement particulier, concret, sans aucun contrat, sans aucune réflexion extrêmement concrète, nous avons trouvé absolument naturel de se rapprocher. Et quand Théo s'installera là-bas et que sa zone de création sera à côté de nous, c'est très naturellement que nous aurons des collaborations. Et si il accepte de présenter une de nos émissions, évidemment, j'en serai particulièrement satisfait. Je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, répondre à votre question concernant, ou plutôt faire une observation sur la question sur l'observatoire, sur la remarque sur l'observatoire. Donc effectivement, ça a été une décision très inspirante que le CSA organise cet observatoire, et les contacts que je ne veux absolument pas engager l'observatoire, mais les contacts que nous avons eus avec les personnalités en faisant partie, pas en tant que telles, mais participant à la vie civile par ailleurs, nous ont donné le sentiment qu'ils trouvaient que notre démarche n'allait pas à l'encontre de leur travail régulier. Voilà. Deuxième question sur le format. Donc, vous vous présentez comme une chaîne de compléments, une chaîne thématique axée sur la diversité. Mais quand on regarde bien la grille, est-ce qu'on n'est pas aux franges d'une chaîne semi-généraliste ? On ne rejette pas la proximité. On n'est pas du tout une chaîne mini-généraliste. On est, si vous voulez, comme Arte est avec la culture, nous voulons être avec la diversité. Le modèle, c'est Arte. Non, le modèle, je n'emploierai pas ce mot. Mais disons que c'est un modèle qui existe et qui peut nous donner à penser qu'on peut avoir une thématique particulière, être semi-généraliste, pas être généraliste, pas être mini-généraliste, pas faire de l'information, pas faire du sport, pas faire tout un tas de choses, pas faire de télé-réalité, et aborder une thématique de manière transversale. Et l'exemple d'Arte est intéressant en cela que ça a montré que ça n'a pas tari la présence de culture sur les autres chaînes. Au contraire, depuis l'existence d'Arte, on peut considérer que la culture s'est plutôt un peu développée sur les autres chaînes. Jamais assez, ça c'est certain, nous participerons à développer ça. On peut considérer qu'il y a un certain nombre de coproductions aujourd'hui entre Arte, Canal+, Arte, France 3, Arte, M6, il y en a même eu entre Arte et TF1, participent à irriguer un peu plus de culture dans l'ensemble du paysage. Nous avons l'ambition de faire la même chose avec la diversité. Troisième et dernière question, je rassure mes collègues, c'est pour que M. Cuir ne soit pas trop frustré. L'hypothèse économique 2015, dès 2015,
le petit équilibre. Ce n'est pas un peu optimiste? Sur quoi fondez-vous cette approche résolument équilibrée financièrement? Et j'observe juste que le coût de grille en 2015 est inférieur au coût de diffusion. Alors, sur le modèle économique, nous envisageons est inférieur au coût de diffusion. Nous envisageons un équilibre effectivement en année 4, qui est permis grâce à un coût de grille qui est maîtrisé. Alors vous faites observer que le coût de grille est à peu près comparable au coût de diffusion, c'est parce que le coût de diffusion est extrêmement important, qu'on l'assume, on l'endosse bien évidemment totalement. Le coût de grille doit être, je pense, pas comparable à celui d'autres chaînes ou d'autres projets qui ont pu vous être présentés. Comme je l'ai dit très rapidement, nous ne sommes pas en compétition sur un certain nombre de droits, et le positionnement diversité de notre chaîne fait que là aussi, pour certaines acquisitions, nous ne sommes pas en compétition avec les grandes chaînes historiques ou les autres chaînes de la TNT. Et vous avez vu un certain nombre de films, d'extraits de séries notamment, dans le film de présentation qui vous a été projeté, et ces films ou ces séries ne sont aujourd'hui pas acquises par des chaînes en France, donc il y a encore des marges de manœuvre sur les droits, avec des très bonnes séries, de très bonnes acquisitions que l'on peut faire et qui ne sont pas présentées par d'autres chaînes. En ce qui concerne les productions, là toujours aussi pour répondre sur le coût de grille, nous allons faire des productions avec des sociétés de production françaises. Vous avez cité l'exemple de Urb ou de l'évolution éventuellement de Urb vers le fait d'être fournisseur de programmes. C'est effectivement une des possibilités. Et nous allons nous appuyer sur un tissu de producteurs qui savent produire pour des coûts qui sont compatibles avec l'économie d'une chaîne comme TV. Donc là aussi, il n'y aura pas d'acquisition de formats internationaux coûteux. On parie sur la création de formats originaux français. Donc tout cela doit nous permettre de maîtriser le coût de grille de manière assez substantielle. Quant à l'équilibre, il provient d'une projection publicitaire, mais qui nous paraît relativement raisonnable, puisque avec un horizon de 1,8% d'audience, nous espérons des recettes publicitaires aux alentours de 35 millions d'euros. Et je dois vous préciser aussi, c'est le moment de le faire, que dans cet accompagnement vers l'équilibre, nous comptons sur un actionnariat solide pour accompagner la chaîne jusqu'à cet équilibre et évidemment bien au-delà. Donc c'est un actionnariat solide et durable. Je voudrais rajouter une chose. Nous avons fait un business model extrêmement Vous parlez d'un plan d'affaires. Oui, vous avez raison, Monsieur le Président. Donc nous avons été extrêmement modestes. Nous avons fait attention à ne pas rêver en couleur, selon une expression couramment employée dans l'audiovisuel. Et nous pensons que nous pourrons avoir des zones d'économie, des zones de profit supplémentaires que nous réserverons intégralement à l'augmentation du coût de grille, puisque notre ambition, c'est d'amener un coût de grille qui soit probablement de 15 à 20% supérieur en année 3 ou 4. Nous ne désespérons pas de faire des économies sur la technique. Je pense que le travail de négociation avec les grands organismes internationaux ou nationaux sur la technique n'a pas été encore complètement effectué. Et nous pensons qu'il y a des zones d'économie importantes de ce côté-là, et nous pensons que ce sera l'intérêt de l'ensemble des diffuseurs. Mais ce ne sera pas pour autant de la télévision low cost. Monsieur le Président, j'aurais employé une autre expression que celle-là. Monsieur Rachid Arabe, vous êtes tombé dans le panneau. Monsieur Rachid Arabe. Mais, moi aussi, je suis sensible, comme Alain Meillard, à ce que vous avez rappelé de l'action du Conseil, et notamment de Michel Boyon, pour ouvrir ce dossier de la diversité, mais sur l'ensemble des chaînes. Ça a été le combat du Conseil depuis 5 ans, de dire que la diversité ne se voyait pas sur l'ensemble des chaînes. Encore une fois, c'est plus qu'une différence philosophique. Et notre démarche a été de bien expliquer aux opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, que nous ne souhaitions pas une chaîne alibi dans un groupe ou une chaîne prétexte pour la visibilité simplement, ce qui aurait eu, selon nous, comme inconvénient majeur de dédouaner les autres chaînes de toute obligation de représentation de la diversité.
c'est un rappel qui me paraît important et sur lequel j'aimerais avoir votre sentiment. Et j'aurais ensuite peut-être une ou deux questions très concrètes, mais je vous laisse peut-être répondre à ce qui n'était pas une question, mais qui est une interrogation personnelle. J'ai essayé, mais sans doute pas assez clairement tout à l'heure, d'exprimer notre volonté farouche de ne pas être une chaîne alibi, et au contraire nous pensons que nous serons le contraire, un aiguillon et un incubateur. Nous pensons que, je faisais référence au rôle d'Arte tout à l'heure, mais nous pensons qu'il y a d'autres exemples. Nous pensons que nous créerons une référence, nous créerons un regard qui sera porté sur les autres, et je pense que ce rôle d'alibi n'aura pas lieu, c'est bien le contraire. Mais je crois que David veut apporter une précision là-dessus. Non, simplement, je pense que la question que vous venez de poser est tout à fait essentielle, parce qu'effectivement, si une chaîne de la diversité était un moyen de dire que la diversité étant traitée là, elle n'a pas à être traitée ailleurs, ce serait une situation terrible. Mais pour revenir simplement à Arte, pour reprendre ce que disait M. le conseiller Méhard, je crois que ça n'est pas un modèle, mais c'est une bonne analogie. C'est-à-dire, il y a une chaîne dont la vocation est essentiellement culturelle, mais ça n'a jamais débarrassé les autres chaînes, et notamment les chaînes de service public, de leur mission culturelle. Et personne n'a jamais considéré que parce qu'il y avait Arte, France Télévisions, par exemple, n'avait plus aucune mission dans ce domaine. Et je dirais que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, il y a une chaîne de la diversité, ça n'exonère nullement les autres chaînes. Par contre, ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec une espèce de référence ou avec une dimension, alors pour le coup de modèle, avec aussi une vocation de laboratoire, c'est-à-dire en montrant que c'est possible, en montrant aussi, parce que le Conseil sait très bien, puisque c'est un des constats de l'Observatoire de la diversité, qu'on peut attirer le public sur ces thématiques et qu'il n'y a pas un rejet, parce que c'est souvent la réponse qui est faite par les chaînes historiques à cette question de la diversité. Tout ça peut infuser vers les autres chaînes du paysage audiovisuel. Donc chaîne alibi, chaîne refuge, certainement pas. Chaîne aiguillon et chaîne de stimulation, c'est effectivement une ambition. Sur l'aspect incubateur, ça nous amènera probablement à perdre des talents qui iront sur des chaînes plus importantes, mais on sera assez heureux de ça. Ça sera finalement un peu notre vocation d'être l'incubateur de la diversité sur la TNT. Justement, sur la question des talents, là aussi, les travaux du Conseil ont permis de constater qu'il y avait une certaine défaillance encore sur la détection des talents dans les écoles de journalisme, dans les écoles de cinéma, dans tous les centres de formation au métier de l'audiovisuel, qu'ils soient techniques ou de visibilité. Avez-vous prévu des accords avec des centres de formation, des écoles de journalisme? Vous serez peut-être donc hébergé dans la cité de M. Besson. Est-ce qu'à cette occasion-là, on peut imaginer qu'il y ait un certain nombre de passerelles pour favoriser encore plus l'émergence de nouveaux talents? C'est exactement ça, monsieur le conseiller, et d'ailleurs, je crois que, mais ça m'embête de parler à sa place, je pense qu'en dehors de cette instance, il pourra le préciser. Yacine Bellatar, qui fait la gentillesse d'être là, a autour de lui justement un vivier de talent, et une de ses activités est de rendre ce vivier de plus en plus important, de plus en plus présent, et notre proximité avec lui d'une part, proximité intellectuelle, affective j'espère bientôt, et proximité géographique, permettra, je pense, à tous ces talents d'irriguer notre chaîne, et c'est exactement notre démarche. Merci. Bon, Madame Françoise Laborde. Merci. Pardon, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les directeurs, les présidents. Je voudrais poursuivre un peu sur ce qu'on a évoqué à l'instant, ce qu'évoquait à l'instant Rachid. Je vois bien ce qu'elle n'est pas, cette chaîne. Elle n'est pas communautariste, elle n'est pas alibi, c'est pas l'addition des différences. Mais j'ai du mal à voir ce qu'elle est, du coup. J'ai compris les pièges que vous vouliez éviter. Mais alors, du coup, je vois pas bien où est votre singularité. Quelle est la différence de programme?
combien de programmes vous allez produire en propre? Qu'est-ce que c'est qu'une information, par exemple, en continu sur la diversité? En quoi elle est différente d'une information tout court? En quoi un feuilleton sur la diversité est différent d'un feuilleton à succès tout court? Est-ce que cette diversité, elle se vivra dans les talk-shows? Est-ce qu'elle se vivra, comme on dit en vrai français? Oui, oui, ça c'est... pardon, Président. Chaude. Voilà, en parole chaude, comme me souffle mon voisin. Donc j'aimerais savoir quelle est la part de programme en propre que vous allez produire et quels vont être les contours de cette programmation propre. Et quand vous dites que vous allez faire une information avec une chaîne francophone, de quelle chaîne s'agit-il? Et est-ce que ce seront des programmes qui vous seront particulièrement destinés? Et comment justement l'information s'exprime dans la diversité, indépendamment de la diversité entre guillemets visible? Merci beaucoup. Alors, sur le point de l'information, nous ne ferons pas d'information. Mais par contre, nous avons engagé un début de discussion avec France 24 et Damien va vous en dire un mot. Pour vous essayer de vous... bon, le petit film que nous avons passé tente de répondre à votre question sur ce que doit être la chaîne. Ce n'est pas une antenne 24 heures sur 24. Ah, nous n'avons eu droit qu'à 15 minutes. Non, c'est aperçu. Non, bien sûr. Un avant-goût de ce que sera une antenne 24 heures sur 24, 365 jours. Pour essayer d'expliquer la chose très simplement, nous allons surtraiter les sujets qui sont sous-traités par les chaînes généralistes et par les grandes chaînes. Aujourd'hui, le paysage audiovisuel que vous connaissez mieux que moi, les grandes chaînes, les historiques qui sont maintenant rejointes par les chaînes de la TNT s'adressent à un public le plus large possible puisqu'elles recherchent des ressources publicitaires auprès des consommateurs dans une appréciation la plus large possible. Il y a des chaînes totalement thématiques, sur l'info, le sport peut-être, la jeunesse, hein, et il y a des chaînes semi-généralistes. Hein. Donc effectivement, nous sommes plutôt dans un schéma semi-généraliste à thématique, hein, et nous avons un équilibre qui est raisonnable, parce que nous avons un objectif d'audience qui est raisonnable. Nous espérons atteindre 1,8% d'audience dans quelques années, c'est très raisonnable, et nous avons modélisé un plan d'affaires là-dessus. Ce que nous souhaitons faire en matière de programme, c'est surtraiter ce que toutes les grandes chaînes sous-traitent. Voilà. Et en cela, nous aborderons tous les points de la diversité. Mais est-ce que l'addition des différences, ça fait une cohérence? C'est ça la question. Est-ce que vous avez un public à un moment donné? Est-ce qu'un public qui s'intéresse à une différence, quelle qu'elle soit, religieuse, culturelle, géographique, que sais-je, est-ce qu'elle peut s'intéresser à la différence de l'autre? C'est la question quand même. C'est le point qui était abordé tout à l'heure, je crois, par David. Nous ne voulons pas agglomérer des publics. Nous nous adressons à un public de gens curieux et ouverts, à un public qui ne trouve pas une pleine satisfaction avec les émissions très grand public qui existent maintenant sur une majorité des grandes chaînes de la TNT. Et donc cette offre différente, un peu plus qualitative, et qui s'adressera donc à l'ensemble des gens curieux, ouverts. On ne s'adressera pas à une communauté qui ne s'intéressera pas à autre chose. Et on ne sera pas une accumulation de programmes strictement dédiés à une minorité, mais à une mixité. Là, le mot de mixité est important. Il est important quand on parle des hommes et des femmes, il est aussi important quand on parle de nos sujets. Donc c'est vraiment le contraire d'une adresse à des communautés petites et additionnées. Il n'y aura pas lundi pour les non-voyants, mardi pour... Non, d'ailleurs vous avez remarqué que certains des candidats que vous avez reçus ici ont des guides prétypés justement, avec lundi telle chose, mardi telle chose, mercredi telle chose. Nous, tout est beaucoup plus mixé, tout est beaucoup plus mélangé. Et je crois que
Il ne faut pas désespérer de la qualité du public français. Je pense qu'aujourd'hui, sur 25 chaînes, si une chaîne leur propose des programmes de qualité, traitant de toutes les formes de diversité, nous pensons qu'il y a un public pour ça, et que ce n'est pas des petites communautés, qu'il y a un public plus large, qui est quelque part un peu déçu ou lassé de voir les mêmes choses pour un très très grand public. Voilà. J'ai une question subsidiaire concernant Pardon, je la pose, et puis comme ça, j'ai pas bien compris la réponse pour tout vous dire. Vous dites que c'est un accord symbolique, que ça ne change rien. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas changé notre... Si vous laissiez Madame Laborde poser... Excusez-moi, Monsieur le Président, excusez-moi, Madame la Conseillère. C'est pas grave du tout. En même temps, Monsieur Bellatar est présent, donc c'est pas simplement symbolique. Qu'est-ce que ça change à votre projet, au contour de votre projet? Alors, ce que je voulais dire avec un peu trop d'impétuosité, c'est qu'il n'y a pas de changement de la nature de notre projet. Nous avons travaillé depuis le mois d'octobre, depuis votre appel à candidature, sur notre projet. Nous avons déposé notre dossier au mois de janvier, le 8 ou 10 janvier, et depuis nous avons travaillé et peaufiné notre projet. Quand URB a décidé de retirer son projet, nous n'avons pas brusquement changé le nôtre. Le nôtre reste. Nous avons jugé qu'une implantation géographique là-bas ne changeait évidemment pas la nature de notre projet, mais qu'au contraire c'était un plus. Et nous avons pensé que bénéficier de l'apport à la fois personnel d'hommes de télévision de Yacine et de l'apport du gisement de créativité qu'il y a autour de lui et qu'il y aura là-bas était un plus. Et que nous allons intégrer dans nos émissions certains éléments de créativité, mais il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de mélange. C'est ça que je voulais dire. Non, et absolument rien dans le tour de table ne bouge. Vous posiez la question de la proportion de production et d'acquisition, 60% d'acquisition, 40% de production. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, vous indiquiez aussi, votre doute portait sur la capacité à fournir une antenne 24 heures sur 24 avec des programmes relatifs à la diversité. Le pari que faites-vous, c'est que le sujet de la diversité est mature sur beaucoup d'aspects, que le public l'est, mais aussi que la production audiovisuelle l'est. Et nous avons commencé à rechercher, à sourcer un certain nombre de contenus, de séries, de films et de documentaires. Et nous avons nous-mêmes été surpris, ou plutôt on a confirmé notre intuition, qu'il y avait de la matière pour faire une chaîne de plein exercice relative à ces sujets. Monsieur Abou et Madame Kelly vont vous poser les dernières questions. Vous y répondez à chacune très brièvement. Merci, Président. Madame, Messieurs, dès la présentation, dès le descriptif général de votre projet, vous indiquez donc pour vous, c'est la diversité dans toutes ses composantes, parité, diversité des origines et des cultures, des modes de vie personnels et familiaux, des conditions physiques et notamment le handicap. Alors, sur les modes de vie personnels et familiaux, vous ne vous êtes pas beaucoup exprimé ce matin. Peut-être pourriez-vous nous en dire un mot. Sur le handicap, j'ai entendu dans le film tout à l'heure l'ancien président de l'UNISDA, et j'étais un peu surpris de trouver, donc à la page 38 de votre projet, l'idée que vous commenceriez simplement à sous-titrer la tranche 20h, 22h30, et puis après on verrait. À quand donc les 40% théoriquement imposés par le CSA, donc de programmes sous-titrés. Par contre, pour ce qui est de l'audiodescription, vous promettez une case hebdomadaire de soirée. Et ce, vous le dites dès le départ. Est-ce que vous êtes capable de tenir un tel engagement? C'est un effort notable. Pouvez-vous le confirmer? Enfin, vous connaissez... Vous savez que les associations sont très attentives à la place que les médias leur réservent. Et pouvez-vous préciser la composition de votre comité de visionnage des programmes? Quelles associations y siégeraient? Et avez-vous prévu même un renouvellement régulier, peut-être annuel, de sa composition pour garantir le pluralisme? Je vais passer la parole à Damien, mais je voudrais préciser que, en vous remerciant d'avoir
remarquer certains efforts importants que nous faisons, parce que comme c'est la nature un peu de notre chaîne d'aborder ces problèmes-là plus que les autres, nous faisons des efforts supplémentaires. Et nous avons engagé un dialogue avec l'association dont vous avez vu l'ancien président à l'écran. Nous avons commencé à rentrer en contact avec les autres associations. Notre idée, c'est d'avoir un maximum de ces associations, en tout cas les plus représentatives, autour de la table. Mais maintenant... Mais sur le sous-titrage, votre effort est très modeste. Sur le sous-titrage, je vais passer la parole à Damien, mais nous avons bien entendu identifié ce problème. On pense que ce n'est pas si modeste que ça, mais on sait qu'il faut faire des efforts supplémentaires et on y est prêt. Mais je crois que Damien peut préciser. Je pense que sur le sous-titrage, nous pouvons atteindre les 40% à l'horizon de 18 ou 24 mois avec une montée en puissance beaucoup plus progressive que ce que nous imaginions initialement. Et que vous avez indiqué effectivement que sur l'audio-description, on est au niveau d'engagement qui est équivalent à celui des chaînes historiques. Donc nous devons renforcer la montée en puissance concernant le sous-titrage, on en a bien conscience. Bien, je crains qu'on ne soit obligé de priver de parole Madame Kelly. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs.